Je ne voulais même pas dîner ce soir-là. La semaine avait déjà été longue, et j'en avais assez de prétendre que tout allait bien alors que ce n'était manifestement pas le cas. Mais ma mère a insisté. Elle disait que ce serait bien de passer une soirée où tout le monde s'assiérait ensemble et agirait comme une famille. Et parce que je croyais encore bêtement que maintenir la paix en valait la peine, j'ai accepté. J'ai mis la table, cuisiné assez de nourriture pour une petite armée, et j'ai appelé tout le monde. Ma fille, Hila, m'a aidé à dresser les assiettes tandis que mon fils, Jesse, était assis tranquillement à table en faisant défiler son téléphone. Il a 12 ans calme, sensible, un peu en retard à l'école mais il fait des efforts. Il est adorable, il se soucie des gens, et c'est mon fils. Alors, quand ma sœur Aaron s'est tournée vers lui et a dit avec désinvolture, comme si elle commentait la météo, certains enfants naissent simplement avec un train de retard, puis Harry, tout en moi est devenu de glace. Jesse n'a pas dit un mot, il a juste posé sa fourchette. Mon père a essayé de changer de sujet. Ma mère m'a lancé un regard paniqué, mais je n'allais pas laisser passer ça. Comment se fait-il que toi et tes enfants soyez encore dans ma maison à manger mes provisions, ai-je demandé. Elle s'est figée. Ses yeux se sont agrandis comme si je venais de la gifler. Maman a chuchoté, s'il te plaît, ne fais pas ça, mais c'était déjà lancé. Laissez-moi revenir un peu en arrière. 3 mois plus tôt, le mari d'Aaron l'avait mise à la porte. Apparemment, il en avait assez de ses drames, de ses dépenses et de la façon dont elle traitait tout le monde comme si on lui devait quelque chose. Il m'avait appelé en larmes. Je l'ai laissé emménager avec ses 2 enfants, pensant que ce serait pour quelques semaines, un mois tout au plus. Je lui ai donné la chambre d'amis, j'ai libéré de l'espace dans les placards et j'ai même installé un petit coin étude pour ses enfants dans la salle à manger. Elle n'a jamais proposé de payer quoi que ce soit. Ni la nourriture, ni les charges, pas même le papier toilette que ses enfants consommaient comme de l'eau. Pendant ce temps, mon mari et moi compensions le manque à gagner, et elle sortait faire du shopping, de nouvelles chaussures, des rendez-vous chez le coiffeur, des sacs à main de luxe dont elle n'avait pas besoin. Quand je lui ai demandé comment elle pouvait se permettre tout cela, elle a haussé les épaules en disant que maman et papa l'aidaient. Il s'est avéré qu'il lui envoyait de l'argent chaque semaine, de l'argent qu'elle n'utilisait pas pour nourrir ses enfants, mais pour garder les apparences. Et j'ai tout encaissé. Je n'arrêtais pas de me dire, c'est bon. C'est temporaire. Ça passera, jusqu'à ce qu'elle se moque de mon fils à ma propre table. Aaron a essayé de minimiser la chose en riant. Elle a dit que je surréagissais, qu'elle plaisantait. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, si tu es si drôle, va peut-être louer un club de comédie au lieu de vivre dans ma chambre d'amis. Silence. Ses enfants ont arrêté de manger. Les miens ont baissé les yeux vers leurs assiettes. Maman s'est levée et a dit, on n'avait pas besoin de faire ça. Papa a marmonné quelque chose sur le mauvais timing. Puis Aaron a dit quelque chose qui a failli me faire jeter l'assiette que je tenais. Elle a dit, eh bien, si c'est un tel fardeau, tu n'aurais peut-être pas dû proposer au départ. Je suis allé dans la cuisine, j'ai éteint la cuisinière et j'ai dit, d'accord. Alors considère que cette offre est terminée. Tout le monde s'est mis à parler en même temps. Maman disait que j'étais mélodramatique. Papa disait que j'aggravais les choses. Aaron était maintenant debout, hurlant qu'elle n'avait nulle part où aller. Ses enfants pleuraient. Jessie avait discrètement quitté la table pour aller dans sa chambre. Je lui ai dit qu'elle avait jusqu'à la fin du mois pour trouver une solution. J'aiderais pour le premier mois de loyer, mais c'était tout. J'en avais fini. La dispute est devenue bruyante assez pour qu'un de mes voisins m'envoie un message demandant si tout allait bien. Ce n'est pas devenu physique, pas ce soir-là, mais on s'en est approché. Et quand ce fut fini et que tout le monde fut couché, je me suis assise dans la buanderie et j'ai pleuré jusqu'à 2 heures du matin. Je n'avais aucune idée que ce n'était que le début. Le lendemain matin, Aaron a agi comme si de rien n'était. Elle était dans la cuisine en train de siroter du café dans l'un de mes mugs, faisant défiler son téléphone pendant que mon mari et moi préparions les enfants pour l'école. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste le silence, comme si toute la scène du dîner était un extrait du cauchemar d'une autre famille. J'ai remarqué que ses enfants étaient anormalement calmes aussi. Ils n'ont pas touché au petit déjeuner qu'elle avait préparé, juste du pain grillé et de la confiture, et ils évitaient tout contact visuel. Ma fille, Hila, m'a lancé un regard quand elle a vu ça. Nous n'avions pas besoin de parler, nous savions toutes les deux que quelque chose avait basculé. Ce jour-là, mon mari m'a envoyé un message, ça va? Tu es sûr de toi?
Je lui ai répondu, oui. Je devais le faire. Je ne reviendrai pas là-dessus. Aaron avait jusqu'à la fin du mois, et après, elle partait. Mais quelque chose dans cette journée semblait anormal, comme si la maison elle-même commençait à la rejeter. Elle claquait les portes plus fort. Elle laissait exprès de la vaisselle sale dans l'évier. Elle a oublié une fois de chercher ses enfants à l'école, même si c'était son tour. Quand je le lui ai rappelé, elle a dit quelque chose comme « Oh, désolé. Je ne savais pas que j'étais ton employé de maison non rémunéré maintenant. » Les choses ont empiré rapidement. Ma mère m'a appelé 3 fois cette semaine-là, essayant à chaque fois d'arranger les choses. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'Aaron traversait une période difficile, qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait, et que je faisais peut-être une projection parce que Jessie avait des difficultés à l'école. J'ai presque ri. Ma sœur vivait chez moi, mangeait ma nourriture, laissait ses enfants saccager mon salon pendant que je cumulais 2 emplois juste pour payer l'électricité, et c'était moi qu'on accusait de faire des projections. Puis il s'est passé quelque chose qui a tout fait passer à un autre niveau. Je suis rentré du travail tôt un vendredi. Ce n'est pas mon habitude, mais j'avais échangé mes horaires avec un collègue. Je suis entré discrètement par le garage, pensant surprendre Ila et peut-être l'emmener manger une glace avant le dîner. Elle avait été exemplaire à travers tout cela. Mais quand j'ai ouvert la porte du salon, j'ai entendu des voix à l'étage. Je me suis figé. C'était la voix d'Aaron et les rires de mon mari, pas juste des rires ordinaires. Quelque chose n'allait pas. Je ne respirais même plus. Je suis monté doucement, j'ai suivi le couloir jusqu'à la porte de la chambre d'amis. Elle était entr'ouverte. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Je n'avais pas besoin de tout voir. Je n'avais pas besoin d'en entendre davantage. Ils étaient proches, trop proches. Ils ne s'écartaient pas. Ma vision s'est instantanément brouillée. J'ai reculé. Je ne pouvais plus réfléchir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas dit un mot. Je suis redescendu comme si j'étais en transe. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai dû m'agripper à la rampe pour ne pas tomber. J'ai attendu dans la cuisine. 5 minutes, 10. Je ne m'en souviens même pas. Puis Aaron est descendu seul, comme si de rien n'était. Elle ne m'a vu debout que lorsqu'elle fut à moitié chemin dans la pièce. Je lui ai demandé depuis combien de temps ça durait. Elle a semblé hésiter entre mentir ou jouer les idiotes. Puis j'ai vu ce petit demi-sourire narquois. C'est là que j'ai craqué. Je me suis jeté sur elle, je l'ai saisie par les cheveux et je l'ai traînée vers la porte d'entrée. Elle hurlait, me traitait de folle et disait que j'avais perdu la tête. Je m'en fichais. Je ne me suis pas arrêté. J'ai ouvert la porte et je l'ai poussée sur le porche. Puis je me suis retourné dans la cuisine et j'ai frappé mon mari au visage si fort que j'ai senti une de ses dents céder sous mon articulation. Il n'a même pas essayé de se défendre. Il est resté là, en sang, hébété. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste pointé la porte du doigt. À minuit, ils étaient tous partis. Elle, ses enfants, lui, tout le monde. Après avoir claqué la porte ce soir-là, toute la maison semblait étrange. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assise dans le salon, toutes lumières éteintes, à fixer le vide pendant que l'horloge du micro-ondes égrenait les minutes jusqu'au petit matin. Mes mains me faisaient encore mal de l'avoir frappé. Ma poitrine était encore oppressée de l'avoir traîné hors de chez moi. Mais je ne le regrettais pas. Je n'étais pas désolé. Je me sentais juste vide. Le lendemain matin, Ila n'a pas posé une seule question. Elle est entrée dans ma chambre vers 7 heures, s'est glissée dans le lit à côté de moi et est restée là sans rien dire. Sa tête était sur mon épaule, sa respiration calme. C'est ce qui m'a brisé. J'ai failli commencer à expliquer. J'ai failli dire, ton père ne reviendra pas. Mais les mots semblaient trop crus, trop adultes. Elle n'avait que 10 ans. Comment dire à une enfant de 10 ans que sa tante, avec qui elle se peignait les ongles et regardait des dessins animés les matins de week-end, batifolait avec son père pendant que sa mère travaillait tard pour faire tourner toute la maison. Alors, je lui ai juste dit que nous irions bien, que nous n'allions être que nous deux pendant un moment. Elle a hoché la tête. Je pense qu'elle savait déjà. Plus tard dans la journée, Jessie est rentrée de l'école et a demandé si son père était parti en voyage. J'ai dit oui, un court voyage. Il n'a pas posé de questions, mais il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à la porte de la chambre d'amis, comme si le silence le dérangeait lui aussi.
Les enfants d'Aaron n'étaient pas venus lui dire au revoir. Personne ne l'avait fait. Et même si Jessie ne le montrait pas beaucoup, je savais que ce silence avait creusé un petit trou dans sa poitrine, lui aussi. Cette semaine fut brutale. La maison était plus calme qu'elle ne l'avait jamais été. J'avais l'habitude de rêver de silence. Avec 6 personnes sous un même toit, le silence était devenu un luxe. Mais quand je l'ai enfin eu, il n'avait pas le goût de la paix. C'était comme si quelque chose avait été arraché au mur. Ma mère m'a appelé 3 jours plus tard. Elle avait manifestement déjà parlé à Aaron. Je pouvais entendre de la tension dans sa voix, un conflit dans son ton, comme si elle ne voulait pas y croire, mais qu'elle savait qu'il valait mieux ne pas demander. Je lui ai dit la vérité. Pas tout, mais assez. Elle est restée silencieuse un long moment, puis m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que je n'en savais rien. Puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, « Grace, tu n'étais pas obligée de mettre les enfants dehors aussi. » Je lui ai dit que je ne l'avais pas fait. J'avais mis Aaron dehors. C'est elle qui a choisi de les emmener. Je n'ai pas touché à leurs affaires. Je n'ai rien jeté. Je n'ai même pas élevé la voix contre eux. Mais je n'allais pas la laisser rester pas après ce que j'avais vu. Elle m'a demandé si j'avais reparlé à mon mari depuis. Non. Je ne le voulais pas. Le jour suivant, j'ai pris une demi-journée de congé et je suis allé à ma première séance de thérapie. C'était étrange d'être assise devant quelqu'un qui ne savait rien de moi, essayant d'expliquer pourquoi je m'effondrais sans avoir l'air d'avoir perdu la raison. Mais la thérapeute était calme. Elle a écouté sans m'interrompre. Et quand je lui ai parlé de Jessie posant sa fourchette au dîner, du rire stupide d'Aaron, et du mot que j'ai trouvé plus tard sur mon oreiller qui disait simplement « Tu joues toujours la victime » avec son écriture, elle n'a pas scié. Elle a dit que la colère était normale. Que la trahison blesse plus profondément quand elle vient de personnes que l'on a protégées. Mais ce n'était pas seulement de la trahison. C'était de l'humiliation. J'avais laissé Aaron vivre sous mon toit gratuitement. J'avais nourri ses enfants. Je l'avais couverte quand son fils s'était battu à l'école. Je lui avais prêté ma voiture quand elle disait que la sienne ne marchait pas. Je m'étais dévoué pour elle encore, et elle m'avait remboursé en se glissant dans le lit de la seule personne en qui j'avais confiance. Ce week-end-là, j'ai commencé à mettre en carton les choses restantes, son shampoing dans la salle de bain des invités, les fournitures scolaires de ses enfants encore sur la table de la salle à manger, une chaussette isolée dans la buanderie qui n'était ni à moi ni à Hila. Je ne pouvais pas les jeter, mais je ne pouvais pas non plus les regarder. Alors, j'ai tout mis dans un grand bac en plastique et je l'ai laissé dans le garage. Puis, dimanche, il s'est passé quelque chose d'étrange. J'allais monter à l'étage quand j'ai vu que la porte de la chambre d'amis, celle-là même que j'avais fermée il y a des jours, était ouverte. Je n'y avais pas touché, et personne d'autre n'était à la maison. Je suis entré lentement, m'attendant à ce qu'elle soit vide, mais le lit était fraîchement fait. Et juste là, plié soigneusement sur l'oreiller, se trouvait l'un des cardigans d'Aaron, celui de créateur, beige, qu'elle ne laissait jamais sa fille porter. Il n'était pas là la veille, j'en étais sûr. En dessous se trouvait un petit morceau de papier avec 2 mots écrits de sa main, « Tu regretteras ». Je ne savais pas s'il fallait rire, hurler ou pleurer. J'ai vérifié chaque porte, chaque fenêtre. Rien n'était cassé. Rien n'avait été forcé. Je ne sais pas comment elle est entrée. Je ne sais pas quand, mais j'ai verrouillé chaque porte de cette maison ce soir-là, et j'ai dormi avec une batte de baseball à côté de mon lit. Je n'ai parlé à personne du cardigan ou du mot, ni à ma thérapeute, ni à ma mère, pas même à ma meilleure amie, Marlène, qui me suppliait de brûler tout l'arbre généalogique depuis la dispute du dîner. Je l'ai simplement enfermé dans un sac poubelle comme s'il s'agissait de déchets nucléaires et je l'ai déposé dans un bac de dons à côté d'une station-service délabrée. Je ne l'ai même pas laissé dans celui habituel près du Target à côté de chez moi, j'ai conduit 25 minutes à travers la ville. Je ne voulais pas que quelqu'un puisse remonter jusqu'à moi. Je sais que ça a l'air fou, mais quand vous voyez une personne qui est censée vous aimer debout dans votre chambre avec les mains de votre mari sur son dos, puis que vous trouvez son pull soigneusement plié dans votre chambre d'amis une semaine après l'avoir mise dehors, quelque chose en vous se brise. J'ai commencé à tout verrouiller. J'ai même changé le code du garage. J'ai dit à Hila que la batte de baseball était juste parce que j'avais vu un raton laveur. Elle ne m'a pas cru, mais elle n'a pas posé plus de questions non plus. Pendant quelques jours, ce fut calme. J'ai pensé que c'était peut-être la fin. Peut-être qu'elle voulait juste me faire peur une dernière fois, et qu'elle était partie pour de bon. Puis l'école a appelé.
L'assistante du directeur semblait prudente. Elle a dit qu'Hila avait été impliquée dans une altercation mineure pendant la récréation. Une autre fille avait dit des choses et Hila s'était emportée. Rien de physique, mais il pensait que je devais le savoir. Je suis allé la chercher plus tôt. Dans la voiture, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle a regardé par la fenêtre et a dit, très calmement, Maya m'a dit que ma tante a dit que tu étais folle. Et que papa n'est pas parti, c'est toi qui l'as forcé. J'ai serré le volant si fort que mes articulations sont devenues blanches. Je lui ai demandé si elle croyait cela. Elle a secoué la tête immédiatement, mais elle l'a dit comme si c'était censé me faire peur, comme si elle savait que ça ferait mal. Ce soir-là, quand les deux enfants furent au lit, je suis allé dans le garage et j'ai sorti le bac de rangement en plastique. Je n'y avais pas touché depuis que j'y avais fourré toutes les affaires d'Aaron, vieux cahiers, fournitures scolaires de ses enfants, quelques vêtements. J'ai pensé que j'avais peut-être raté quelque chose la première fois. Peut-être y avait-il un indice sur la façon dont elle était entrée. Ou peut-être avais-je juste besoin de me confirmer qu'elle était vraiment partie. J'en étais à la moitié du tri quand je l'ai trouvée. Cachée à l'intérieur d'une pochette rose qui appartenait à sa fille, se trouvait une enveloppe avec mon nom écrit sur le devant au gros feutre noir. À l'intérieur se trouvaient des pages imprimées. Au début, j'ai cru que ce n'était que des reçus, mais j'ai regardé de plus près, des copies de mes relevés bancaires, des captures d'écran de conversation par SMS entre moi et mon mari, recadrées et inclinées pour donner l'impression que je cachais des choses, une capture d'écran d'une transaction Venmo que j'avais envoyée à un collègue l'année dernière quand j'avais payé son déjeuner, entouré en rouge, et une impression d'un vieux SMS où je me confiais à une amie sur mon épuisement et le fait que j'avais parfois envie de tout plaquer. Chaque élément était étiqueté, surligné et organisé. Elle avait collecté des dossiers, essayant de construire une histoire. Je suis resté assise sur le sol froid du garage pendant un long moment, essayant de comprendre quel avait été son plan. Prévoyait-elle d'aller au tribunal pour la garde de mes enfants? Essayait-elle de saboter mon mariage avant même que l'affaire ne commence? Ou se préparait-elle à jouer la victime au cas où je me retournerais contre elle? Puis je me suis souvenu de la fois où elle m'avait demandé négligemment si j'avais une assurance vie, de quand elle avait proposé de s'occuper de mon courrier pendant que j'étais hors de la ville l'année dernière, de quand elle m'avait demandé le mot de passe de mon téléphone au cas où elle aurait besoin du Wi-Fi. Je pensais qu'elle était juste curieuse, peut-être un peu ennuyée. Maintenant, je réalisais qu'elle jouait une partie de longue haleine dont j'ignorais même l'existence. C'est alors que mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu disait « Tu ne lui répondras pas ». Ce n'est pas juste. Pas de nom, pas de signature. Je l'ai fixé, le cœur battant. Le suivant est arrivé 20 secondes plus tard, tu ne peux pas faire comme si cela n'était jamais arrivé. Il y a des conséquences à tout, Grèce. Je n'ai pas répondu. J'ai d'abord fait une capture d'écran, puis j'ai supprimé les messages et bloqué le numéro. C'est alors que j'ai remarqué l'horodatage. Elle avait envoyé ce message il y a 10 minutes avant même que je ne touche au dossier. Elle savait que j'allais le trouver. Elle le voulait. Et juste comme ça, j'ai réalisé que ce n'était pas fini. Loin de là. Parce qu'Aaron n'avait pas seulement pris ma confiance ou ma maison, elle avait prévu de démanteler ma vie entière, pièce par pièce. Et elle n'en avait pas encore fini. Le lendemain matin après avoir trouvé l'enveloppe, je me suis réveillé avant l'aube. Je n'avais pas beaucoup dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Aaron assise à ma table, riant avec mon mari, ma fille, mon fils comme si elle était à sa place, comme si tout était à elle. Je me suis fait porter pâle au travail sans même simuler une toux. Je ne devais d'explication à personne. J'ai préparé les déjeuners des enfants comme d'habitude, je les ai embrassés tous les deux, et dès qu'ils eurent franchi la porte, j'ai pris mes clés et j'ai conduit directement chez mes parents. Pas pour pleurer, ni pour crier, juste pour obtenir la vérité. Ma mère a ouvert la porte en peignoir, tenant une tartine à moitié mangée. Elle a scié comme si elle n'était pas surprise du tout. Je suis passé devant elle sans rien dire. Mon père était dans la cuisine en train de boire du café, regardant les informations comme si le monde ne s'était pas fendu en deux. Je leur ai demandé de but en blanc, est-ce que vous saviez? Ils n'ont pas demandé ce que je voulais dire. Ce silence a duré peut-être 5 secondes avant que ma mère ne dise, elle a mentionné avoir des inquiétudes à ton sujet, que tu étais dépassé, que tu en faisais trop, qu'elle avait peur que tu fasses un burn-out et que quelqu'un devait être prêt à prendre le relais. Nous ne pensions pas qu'elle voulait dire quelque chose de sérieux. Elle a détourné le regard en disant cela.
Mon père fixait son café comme s'il essayait de disparaître dedans. C'était donc ça. Aaron plantait les graines depuis des mois, peut-être plus longtemps. Il ne savait pas tout, mais ils en savaient assez. Assez pour m'avoir averti. Assez pour avoir vu venir la chose. Je suis parti sans un mot de plus. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré avec un message de Marlène. Elle m'avait envoyé un TikTok d'une femme parlant des sœurs narcissiques qui se cachent derrière le masque de la victime. Je me suis garé sur le côté et je l'ai appelée. Je lui ai tout raconté pas par petits morceaux vagues comme avant. J'ai tout mis à plat depuis le début. Elle n'a pas hésité, bullons tout cet édifice. Ce soir-là, après qu'Ila soit allé à une soirée pyjama et que Jessie se soit enfermée dans sa chambre avec son casque sur les oreilles, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai écrit la vérité. J'ai commencé à taper et je ne me suis pas arrêté. Ce n'était ni dramatique ni émotionnel, c'était une confession point par point de tout. La nuit où Aaron a emménagé. Comment elle n'a jamais rien payé. Comment elle s'est moquée de mes enfants. Comment elle a pris l'argent de nos parents pour le dépenser pour elle-même. Comment elle a eu une liaison avec mon mari sous mon toit. Et puis la partie que je n'avais encore dite à personne, l'enveloppe de fausses preuves, les captures d'écran, les messages hors contexte elle essayant de faire croire que je perdais pied. Quand j'ai eu fini, j'ai joint des photos, l'enveloppe, les documents, son mot disant « tu regretteras tout ». Puis je l'ai envoyé à la discussion de groupe de la famille élargie. Tous, cousins, tantes, oncles, amis de la famille des gens qu'Aaron avait manipulés pour leur faire croire qu'elle était la pauvre mère célibataire en difficulté, maltraitée par sa méchante sœur. J'ai cliqué sur envoyer, puis j'ai désactivé les notifications et j'ai préparé le dîner. Cela a pris moins de 10 minutes. Ma cousine Nikki m'a envoyé un message privé, je n'arrive pas à croire que je l'ai un jour défendu. Elle m'a envoyé des SMS bizarres l'année dernière à ton sujet, elle disait que tu étais instable. Je pensais qu'elle avait juste besoin de vider son sac. Quelle horreur. Puis la discussion de groupe s'est enflammée. Les gens étaient furieux. Certains restaient maladroitement silencieux. Un de mes oncles est intervenu, disant qu'il avait donné de l'argent à Aaron 2 fois cette année pour aider aux courses, pour ensuite la voir poster des photos d'un week-end au spa. Mon père a essayé de la défendre, elle était sous pression. Elle ne pensait pas à mal. Cela a duré 5 minutes jusqu'à ce que quelqu'un d'autre poste une photo de notre barbecue de la fête du travail, Aaron et mon mari assis côte à côte, sa main sur sa jambe, son sourire trop à l'aise, une photo que je n'avais jamais vue auparavant. Je n'ai pas dit un mot de plus dans la discussion. Je les ai laissés tout démolir eux-mêmes. Au moment où le calme est revenu, il était passé minuit. J'étais assise dans la cuisine dans le noir quand Jessie est descendu avec sa tablette. Il m'a regardé comme s'il avait déjà entendu quelque chose. Il a demandé si papa reviendrait un jour. J'ai dit non. Je n'ai pas enjolivé les choses. Je n'ai pas donné d'excuses bidons sur les problèmes de grand. Je lui ai dit que son père avait brisé quelque chose entre nous, que ce n'était ni sa faute ni celle d'Ila, et que ce n'était pas quelque chose qui pouvait être réparé. Il a hoché la tête lentement, puis il a dit, « Je l'aime toujours, mais je ne pense pas pouvoir lui faire confiance à nouveau. » 12 ans, et d'une certaine manière, il l'avait mieux résumé que je ne pourrais jamais le faire. Il n'a pas pleuré. Moi non plus. Nous sommes restés assis là un moment à manger des céréales à même la boîte dans le silence. Après qu'il soit remonté, j'ai rangé les céréales, rincé la vaisselle et sorti les poubelles. C'était la première nuit où la maison ne semblait pas pesante. Mais je savais que quelque chose d'autre arrivait, parce qu'Aaron était silencieuse. Et elle ne reste jamais silencieuse longtemps. Cela a pris 6 jours de silence total de la part d'Aaron. Pas de SMS, pas d'appel, pas de visite surprise, pas de faux messages sur les réseaux sociaux prétendant qu'elle guérissait ou qu'elle s'éloignait des personnes toxiques. Juste le silence. J'avais pensé que l'explosion de la discussion de groupe aurait déclenché une réaction immédiate. Elle avait toujours été rapide pour limiter les dégâts, plus rapide encore pour la vengeance, mais cette fois, rien. C'est ce qui me rendait nerveuse. Puis l'email est arrivé. Il venait du compte de mon mari. Juste une phrase, « S'il te plaît, ne raconte pas toute l'histoire à Ila. Laisse-moi être son père. » Je l'ai fixé pendant un long moment. Cela m'a retourné l'estomac, pas parce qu'il ne méritait pas d'être écarté, mais parce qu'il avait le culot de demander de la retenue. Après ce qu'il avait fait, après ce qu'ils avaient fait. Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à Marlène,
qui m'a répondu par SMS, c'est courageux de sa part de supposer qu'il a son mot à dire sur quoi que ce soit. Ce week-end-là, j'ai réservé une séance avec ma thérapeute et je lui ai demandé quelque chose que je n'avais pas encore formulé à voix haute. Je lui ai dit, je pense que je veux dire la vérité à Hila, la vraie vérité, pas seulement sur son père, mais sur Aaron, surtout. Elle ne s'est pas précipitée pour répondre. Elle m'a demandé pourquoi, et j'ai dit, parce que plus je continue à les couvrir, plus j'ai l'impression d'être la seule à protéger ma fille pendant qu'il continue à jouer à des jeux en arrière-plan. Et j'avais raison de m'inquiéter, car le lendemain Jessie est rentrée de l'école avec quelque chose dans son sac à dos, un morceau de papier plié. Au début, j'ai cru que c'était un devoir. Puis j'ai vu l'écriture d'Aaron. C'était un mot court, griffonné, manifestement écrit à la hâte, dis à ta mère que je suis désolé que les choses se soient terminées ainsi. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal, mais elle a toujours été la préférée. Ce n'est pas ta faute. J'espère qu'un jour elle me pardonnera. Je me suis assise lourdement sur le bord du canapé. Ce ne sont pas les mots qui m'ont fait peur, c'était le fait qu'elle ait réussi à l'atteindre via l'école, par un camarade de classe, ou qu'elle l'ait laissé quelque part pour qu'il le trouve. Je ne sais toujours pas. J'ai envoyé un SMS à l'école immédiatement en leur disant que si elle s'approchait de l'un de mes enfants, je voulais être appelé. Je n'ai pas donné de détails, mais j'ai été très clair sur le fait qu'elle n'était pas la bienvenue près d'eux. Puis j'ai assis les deux enfants ce soir-là, et je leur ai tout dit. J'ai dit à Hila d'abord, juste les faits, que sa tante avait trahi ma confiance, que son père avait pris une décision terrible, et qu'ils n'étaient pas des personnes sûres en ce moment. Je n'ai pas donné de détails graphiques, mais je n'ai pas menti non plus. Elle a pleuré pas beaucoup, mais assez pour me briser le cœur à nouveau. Et puis elle a dit, tu aurais dû me le dire plus tôt. Je savais que quelque chose n'allait pas. C'était pire de ne pas savoir. C'est là que j'ai réalisé que je ne la protégeais pas seulement en cachant la vérité, je lui apprenais aussi à ne pas faire confiance à ses propres instincts. Jessie était assis par terre et n'a rien dit au début. Puis il s'est levé, est allé dans la cuisine et a jeté le mot d'Aaron à la poubelle sans un mot. Plus tard cette nuit-là, après qu'il se soit couché, j'ai écrit un message à la famille élargie. Juste un dernier. Je leur ai dit que j'avais parlé aux enfants, que nous guérissions, que je ne répondrais plus à aucune question, et que je n'avais pas besoin de conseils, mais que j'appréciais ceux qui avaient choisi de me croire. La plupart ont répondu avec des cœurs. Quelques-uns ont dit qu'ils étaient fiers de moi. Le lendemain matin, j'ai déposé les derniers documents pour le divorce. C'est calme depuis lors, le genre de calme qui vient après un incendie, quand tout sent la fumée mais qu'il ne reste plus rien à brûler. J'ai commencé à faire des promenades avec Hila après le dîner. Jessie a repris la thérapie. Je suis même allé à un cours de peinture la semaine dernière, juste pour voir si je pouvais rester dans une pièce remplie d'étrangers sans me sentir surveillé. C'était le cas. Certains jours, je me réveille encore en colère. Certains jours, j'ai l'impression d'avoir perdu des années que je ne pourrai pas rattraper. Mais je ne suis plus hanté. Et mes enfants non plus. Aaron et mon ex? Ils ont disparu de la carte après les retombées de la discussion de groupe. Je suis sûr qu'ils essaient encore de raconter leur version de l'histoire quelque part, mais cela n'a plus d'importance parce que maintenant, tout ce qui m'importe est sous mon toit. Et cette fois, personne ne passera la porte.